Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un nouveau tutoriel consacré à la carte JC-ESP32P4M3. Comme toujours, l'objectif est d'allier la théorie, la pratique et surtout la mise en œuvre réelle sur le matériel. Dans ce projet, nous allons apprendre à piloter 4 sorties tout ou rien, en l'occurrence 4 relais ou 4 LED, selon vos montages, directement depuis une interface web hébergée sur la carte elle-même. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons également comment renommer dynamiquement chacune des sorties afin de leur donner un nom plus parlant, comme par exemple lumière atelier, pompe jardin ou ventilateur. Les nouveaux noms seront enregistrés dans la mémoire persistante de la carte et conservés même après un redémarrage. Bien entendu, le code que nous allons utiliser ici est prévu pour la JC, mais il pourra facilement être adapté à d'autres cartes ESP32 classiques en ajustant simplement les broches et la configuration Wi-Fi. Nous verrons d'ailleurs dans de futurs tutoriels comment faire ces adaptations pas à pas. Comme d'habitude, le déroulement de ce tutoriel suivra une approche progressive et complète. Le test en conditions réelles pour vérifier immédiatement le fonctionnement du système, le schéma de câblage, la configuration de l'IDE Arduino et enfin une explication complète des blocs sensibles du code pour comprendre évidemment chaque mécanisme clé. Et bien sûr, si vous souhaitez une explication plus approfondie de certaines parties du programme, notamment la gestion de la mémoire NVS, le serveur HTTP ou la communication MDNS, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Comme toujours, vos retours et vos questions servent directement à construire les prochains épisodes. Allez, on démarre tout de suite ce nouveau tutoriel Redome sur la JC-ESP32P4M3 et on passe sans attendre au test en conditions réelles. Nous voici donc dans l'interface de commande. Alors pour y avoir accès, il suffit de taper http://relais.local. C'est ce qu'il y a ici. Vous arrivez directement là. Alors vous pouvez directement enclencher vos relais. Voilà. On va modifier les libellés. Vous venez ici, vous faites chambre, enregistrer. Alors, on peut faire les 4 à la fois ou un, c'est comme vous voulez. On retourne au début, on fait son enregistrement, et là, on garde les parties actives, c'est-à-dire tout ce qui était validé avant le changement de page reste validé. Bien entendu, ça n'a rien à voir. On peut changer les libellés aussi facilement, mais l'activation des relais, s'ils étaient activés, on revient au point de départ, c'est-à-dire comme ils étaient activés au point de départ. S'ils étaient activés, ils seront activés. S'ils étaient arrêtés, ça sera arrêté aussi. Voilà. Et donc, voilà. Alors, il y a une autre manip. Je retourne sur configurer les sorties. Je peux changer ma configuration. Admettons ici, je vais mettre relais 34. Mais je ne vais pas aller à enregistrer. Je vais sur retour de l'interface. Donc, il va repartir sur l'interface et donc, ce n'est pas validé. Il faut bien valider au départ, ce qui paraît logique, l'enregistrement pour que ça soit modifié au niveau des libellés. Voilà, c'est tout. Il n'y avait rien de spécial dans cette présentation, mais ça nous permet de voir un petit peu ce que ça donne quand tout est programmé et tout fonctionne de façon correcte. Allez, on passe tout de suite au schéma. Nous voici dans le schéma. Alors, rien de très compliqué. Vous avez sur votre droite la carte ESP32P4, M3, et sur votre gauche, vous avez la carte relais. Alors, c'est une carte relais en 5 volts, et en bas à droite, on délivre une alimentation 5 volts, qui vient d'une alimentation stabilisée. La première chose à réaliser, bien entendu, c'est la masse commune, qui part donc de la carte ESP32P4 à la carte relais en passant par le GND de l'alimentation. Ça s'appelle la masse commune. Ensuite, nous avons le plus 5 volts qui alimente la carte relais. Alors, il faut une alimentation d'au moins 500 milli, voire 1 ampère pour alimenter la carte relais. Et enfin, nous avons donc les 4 fils qui partent de l'ESP32P4 vers la carte relais et eux qui permettent donc d'envoyer les signaux en 3 volts 3 pour piloter les relais. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Allez, maintenant, on va passer
à la configuration de l'IDE Arduino. Nous allons maintenant vérifier ensemble la configuration complète de notre carte JC ESP32P4M3 dans l'environnement Arduino. Cette étape est essentielle car elle garantit que le code que nous allons télécharger sera bien compilé pour le bon processeur avec les bonnes options matérielles. Pour commencer, ouvrez le menu Outils, assurez-vous que la carte sélectionnée est bien ESP32P4 Dev Module. C'est le profil officiel fourni par Expressif pour les cartes à base de SoC ESP32P4, comme la nôtre. Ce choix active automatiquement les bonnes librairies et le bon compilateur pour cette architecture. Le port COM doit ensuite correspondre à celui reconnu par votre ordinateur lors du branchement USB. Ici, par exemple, on a le port COM4 qui est affiché, ce qui confirme que la carte est bien détectée. La fréquence CPU doit être réglée à 360 MHz. Le mode flash est défini à QIO. La taille de la mémoire flash est de 16 MHz et la fréquence flash est fixée à 80 MHz. La partition mémoire ici est configurée à 16 MHz, alors, ce qui réserve environ 3 mégaoctets pour notre programme et à peu près 10 mégaoctets pour les fichiers système, dans lequel nous pourrons stocker du contenu HTML, des images ou même des journaux d'activité. Ensuite, nous avons l'APS RAM ou mémoire vive externe qui est désactivée. On a après le mode de téléchargement qui est réglé donc à 921 600 bauds. Et enfin, le mode USB est défini ici à USB OTG. Cela permet à la carte d'utiliser le contrôleur USB intégré du P4 tout en conservant la compatibilité avec la liaison série classique. Nous allons maintenant entrer dans l'explication du programme. Dans ce tutoriel, l'objectif n'est pas de commenter chaque ligne de code, mais plutôt de comprendre les éléments essentiels qui assurent le bon fonctionnement de notre système. Nous allons donc nous concentrer sur les parties clés du programme, les bibliothèques indispensables, les blocs de configuration et les fonctions principales qui assurent la communication Wi-Fi, la gestion du serveur web et la sauvegarde en mémoire persistante. Commençons par le tout début du code avec des directives d'inclusion. Ces lignes situées en tête de programme indiquent à l'IDE Arduino quelles fonctionnalités doivent être chargées pour que notre microcontrôleur puisse utiliser les différents modules logiciels nécessaires à notre application. La première bibliothèque que nous retrouvons dans notre code est celle qui nous permet d'établir la connexion sans fil. Elle joue un rôle central dans le fonctionnement du module JCESP32P4M3 car c'est elle qui permet au processeur ESP32C6, intégré au module, de gérer la couche réseau, authentification auprès du point d'accès, attribution d'adresse IP, maintien de la liaison et échange des données. Sans cette librairie, le module ne pourrait pas joindre le réseau local et donc aucune communication HTTP ne serait possible avec l'interface web que nous allons héberger. En d'autres termes, Wi-Fi est la passerelle entre notre carte et le monde extérieur. C'est grâce à elle que le serveur web embarqué devient accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur via l'adresse conviviale http://relais.local. Après la connexion réseau Wi-Fi, notre module doit être capable de dialoguer avec l'utilisateur, c'est-à-dire d'afficher une page web et de réagir aux commandes envoyées depuis un navigateur. C'est précisément le rôle de la librairie Web Server. Elle permet de transformer l'ensemble du module en un serveur HTTP embarqué où le processeur ESP32P4 exécute la logique du programme tandis que le coprocesseur gère la communication Wi-Fi. Grâce à cette architecture, notre carte peut héberger une interface web locale composée de pages HTML interactives tout en interprétant en temps réel les actions de l'utilisateur. Chaque clic sur un bouton on ou off dans la page de commande envoie une requête HTTP via le C6 que le P4 interprète ensuite pour activer ou désactiver les relais correspondants. La bibliothèque Web Server joue donc un rôle de pont logiciel entre la couche réseau, gérée par le P6, et la couche applicative, gérée par le P4. C'est elle qui permet au module complet de fonctionner comme un serveur web autonome. Maintenant, il nous reste à régler un point très pratique pour l'utilisateur, la façon dont il va accéder à l'interface depuis son téléphone ou à son ordinateur. Par défaut, une carte connectée au Wi-Fi obtient une adresse IP locale comme par exemple 192.168.52. Le problème, c'est que cette adresse peut changer à chaque redémarrage du routeur, ce qui rend la connexion peu pratique. C'est ici qu'intervient en fait la bibliothèque ESP-MDNS,
fournie par Expressif. Elle permet d'activer le service MDNS directement sur le module. Grâce à elle, notre carte peut être jointe non plus par une adresse IP, mais par un nom de domaine local, beaucoup plus simple à retenir. Dans notre projet, par exemple, ce nom est défini comme suit, c'est http://relais.local. Techniquement, c'est toujours l'ESP32C6 qui gère la partie réseau et diffuse l'annonce MDNS sur le réseau local, tandis que l'ESP32P4 initialise le service et l'utilise dans le code applicatif. Cela rend la connexion totalement transparente, que l'on soit sur un iPhone, un Android ou un ordinateur. Il suffit d'entrer relais.local dans le navigateur pour accéder directement à notre interface sans jamais chercher d'adresse IP. Pour terminer la série des librairies utilisées dans notre projet, intéressons-nous maintenant à la gestion de la mémoire persistante, c'est-à-dire la capacité de notre module à retenir certaines informations même après un redémarrage. Dans notre cas, cette fonction est essentielle car nous voulons que les noms personnalisés des relais restent inchangés et surtout qu'ils doivent être enregistrés dans la carte, même après une coupure d'alimentation. Sans cela, à chaque redémarrage, tous les relais reviendraient avec leur nom par défaut, c'est-à-dire relais 1, relais 2, relais 3, etc. Et pour cela, nous utilisons donc la bibliothèque Préférences, développée par Expressif. Elle exploite la NVS, un petit espace mémoire en fait, interne au module, totalement indépendant du programme. Dans l'architecture du JC, ESP32P4M3, c'est bien le processeur ESP32P4 qui interagit directement avec cette mémoire. Le C6, lui, n'est pas concerné, il gère la communication réseau, alors que la sauvegarde des données se fait localement sur la mémoire flash du P4. Concrètement, notre code ouvre une section mémoire appelée relais nom, puis lit ou écrit le nom ou les noms selon les besoins. Cela permet de restaurer automatiquement les libellés enregistrés dès le démarrage du programme. Nous allons maintenant aborder la partie du code qui concerne la connexion au réseau Wi-Fi. Dans notre programme, cette connexion est indispensable puisque c'est elle qui permet à notre module d'être accessible depuis un téléphone ou un ordinateur afin d'afficher notre interface web de commande. Pour cela, ces deux lignes suffisent. Ces deux constantes contiennent les identifiants de notre réseau Wi-Fi, c'est-à-dire le nom du réseau et son mot de passe. Et lorsque la fonction Wi-Fi begin sera exécutée dans le setup, ces deux variables seront utilisées par le module pour se connecter automatiquement à la box. Après avoir défini les paramètres de connexion Wi-Fi et les identifiants réseau, notre module est désormais capable de rejoindre le réseau domestique et d'établir une communication stable. La prochaine étape consiste à mettre en place ce serveur HTTP intégré. C'est le composant logiciel qui va permettre d'afficher une page web, de recevoir des clics de l'utilisateur et de piloter les relais à distance. Et c'est précisément le rôle de la ligne que nous voyons maintenant. Elle permet d'instancier le serveur web chargé de gérer toutes les communications HTTP. En créant un objet nommé serveur, basé sur la classe web server, nous donnons à notre module la capacité d'écouter les requêtes envoyées par un navigateur, que ce soit depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Après avoir mis en place le serveur web de notre module, il est temps d'aborder un autre point essentiel, c'est la conservation des données. Dans notre interface, chaque sortie peut être nommée selon sa fonction. Lampe salon, pompe, ventilateur, etc. Mais pour que ces noms soient conservés après un redémarrage ou une coupure d'alimentation, il faut une mémoire capable de stocker ces informations de manière permanente. C'est à ça que sert l'objet Préférences, chargé de gérer la mémoire interne non volatile du module, appelée NVS. Cette mémoire fonctionne comme un petit disque dur intégré. Elle enregistre durablement les paramètres de configuration, ici par exemple les noms personnalisés des relais, et grâce à cette instruction, notre ESP32P4 est prêt à lire et à sauvegarder ces informations de façon automatique, garantissant que les réglages définis par l'utilisateur seront toujours restaurés au prochain démarrage. Maintenant que la partie réseau et la mémoire persistante sont prêtes, nous pouvons définir la partie la plus concrète du projet, c'est les relais eux-mêmes. Ce sont eux qui vont exécuter les ordres reçus depuis l'interface web. Pour cela, notre code va tout d'abord définir quelles broches du module sont reliées au relais, puis mémoriser leur état logique actuel et enfin associer à chacun un nom lisible, que l'on retrouvera dans l'interface de commande. Ces trois lignes constituent en fait la base matérielle et logique de notre système. La première ligne indique sur quelle broche GPIO de l'ESP32P4 sont connectés les relais. Ici, nous utilisons les broches 2, 3, 4 et 5, qui serviront donc de sortie numérique pour ces mêmes relais.
La seconde initialise un tableau de variables logiques. Ils sont tous forcés donc à faux. Ça signifie qu'au démarrage, aucun relais n'est activé. C'est un choix volontaire, il garantit la sécurité du système lors du chargement du programme ou d'un redémarrage. Enfin, la troisième ligne définit les noms par défaut pour les relais. Relais 1, relais 2, relais 3 et ainsi de suite. Mais ces noms ne sont utilisés qu'en l'absence de données en mémoire persistante. En pratique, dès que le module redémarre, il va lire la NBS et remplacer automatiquement ces noms par ceux que l'utilisateur avait précédemment configurés via la page web. Ces trois lignes travaillent donc ensemble. Elles relient la partie physique du module, les broches de sortie, à la partie logicielle, les états et les noms affichés sur la page web. Nous arrivons maintenant à la partie la plus visible du projet. C'est l'interface web principale. C'est cette page que l'utilisateur voit lorsqu'il se connecte à l'adresse. La fonction page principale a pour rôle de générer automatiquement le code HTML envoyé au navigateur. Elle crée la page complète avec son style intégré en CSS et construit automatiquement les 4 blocs correspondant aux 4 relais. Chaque bloc de relais contient le nom de la sortie, 2 boutons de commande, l'un pour activer et l'autre pour désactiver, ainsi qu'un voyant lumineux indiquant l'état réel du relais. Le voyant passe au vert lorsque la sortie est activée et reste gris lorsqu'elle est arrêtée. En bas de page, le bouton supplémentaire permet d'accéder à la page de configuration où l'on peut renommer les sorties. Cette fonction ne se contente donc pas d'afficher une page statique, elle construit à chaque consultation une page dynamique parfaitement synchronisée avec l'état réel des relais dans le programme. Après avoir découvert le fonctionnement de la page principale, nous savons maintenant comment l'interface web permet d'afficher les relais, leur état et leur nom personnalisé. Mais pour que ces noms soient conservés entre deux redémarrages, notre module doit pouvoir les retrouver automatiquement au démarrage suivant. C'est là qu'intervient la fonction charger nom relais. Elle agit en coulisses dès la mise sous tension du système pour relire les noms précédemment enregistrés dans la mémoire interne. C'est une fonction de restauration automatique. Elle garantit que les intitulés affichés dans la page web sont bien ceux que l'utilisateur a définis, même après une coupure d'alimentation ou une reprogrammation du module. Après avoir vu comment les noms de relais sont sauvegardés et rechargés depuis la mémoire, nous allons maintenant nous intéresser à la fonction qui gère l'action physique sur la carte. Celle qui active ou désactive un relais en fonction de la commande envoyée depuis l'interface web. Cette fonction, définir relais, constitue le cœur de pilotage du matériel. Elle reçoit une instruction on ou off et la traduit en signal logique sur la broche GPIO correspondante. En d'autres termes, c'est ici que notre code passe du monde logiciel au monde matériel, le monde matériel étant la fermeture ou l'ouverture du relais. Après avoir étudié la fonction charger nom relais, donc c'est l'avant-dernière, qui relie donc les noms sauvegardés dans la mémoire persistante, il est logique de nous intéresser à son pendant inverse, la fonction sauvegarder nom relais. Là où la précédente fonction effectue une lecture, celle-ci effectue une écriture. Son rôle est simple, mais essentiel. Enregistrer durablement les noms que l'utilisateur saisit depuis la page de configuration, afin qu'elle soit restaurée automatiquement au prochain redémarrage du module. C'est donc grâce à cette fonction que l'ESP32P4 se souvient du nom de chaque relais, même après une coupure d'alimentation ou un flash du programme. Après avoir analysé le fonctionnement interne de la fonction sauvegarde non relais, qui assure la persistance des données dans la mémoire NVS, il convient désormais d'examiner l'origine de ces données. Avant d'être enregistrés dans la mémoire du module, les noms des relais doivent d'abord être saisis par l'utilisateur, validés puis transmis au serveur embarqué. C'est précisément ce rôle qu'assume la fonction page configuration. Elle ne manipule pas la mémoire directement, mais construit l'interface web dédiée à la configuration du système. À travers cette page, l'utilisateur accède à un environnement structuré où chaque relais peut être renommé et où les informations saisies seront ensuite envoyées vers la fonction de sauvegarde. Autrement dit, page configuration représente le point d'entrée utilisateur du processus de personnalisation. Elle relie la couche applicatif, le serveur HTTP intégré à l'ESP32P4, à la couche de présentation, c'est-à-dire à l'affichage web. C'est dans cette étape que la logique logicielle et l'expérience utilisateur se rejoignent, faisant de cette fonction un maillon essentiel entre le code et l'usage réel du dispositif. Après avoir étudié la manière dont notre page de configuration
est générée et transmise au navigateur, il est temps de revenir au cœur du système, là où tout commence, c'est l'initialisation du module. C'est en effet la fonction setup qui, dès la mise sous tension ou de redémarrage, prépare l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement du projet. Dans un microcontrôleur comme le ESP32P4, cette phase d'initialisation est critique. Elle détermine la stabilité du système, la disponibilité du réseau, la cohérence de la mémoire et la réactivité du serveur. Autrement dit, si le setup est fiable, tout le reste du programme le sera aussi. C'est dans cette section que sont configurés les GPIO, que le module se connecte au Wi-Fi, active le service MDNS et lance le serveur web local. Elle constitue le point de départ du cycle d'exécution et garantit que toutes les briques logicielles, mémoire, réseau, interface, sont prêtes avant que la boucle principale ne prenne le relais. La première chose à réaliser, c'est initialiser le matériel. Les 4 sorties de relais sont configurées en mode output. Cette opération établit un état logique sûr dès le démarrage. Ici, un état bas garantit qu'aucun relais ne s'active de manière intempestive avant que le programme ne prenne le contrôle complet. Ensuite, on va synchroniser la mémoire et les données utilisateurs. La fonction chargée non relais est appelée immédiatement après la configuration des broches. Elle restaure le nom personnalisé, enregistre en NVS, assurant ainsi la cohérence entre l'interface web et l'état mémorisé du système. Autrement dit, à chaque redémarrage, les libellés affichés correspondent exactement au dernier réglage connu. Ensuite, nous devons établir la communication réseau. Le module se connecte ensuite au réseau Wi-Fi à l'aide des identifiants SSID et mots de passe définis d'ailleurs dans les barrières globales. Une boucle d'attente garantit que le programme ne poursuit pas son exécution tant que la liaison n'est pas effective, ce qui évite tout comportement indéterminé du serveur HTTP. Dès que la connexion est établie, l'adresse IP locale est affichée sur le port série pour vérification. Ensuite, on va activer le service MDNS afin de simplifier l'accès au module. Le service MDNS est initialisé sous le nom de relais.local. Grâce à ce mécanisme, il n'est plus nécessaire de connaître l'adresse IP. Le navigateur peut directement accéder au serveur à partir de ce nom convivial. Ensuite, nous devons déclarer les routes HTTP. La fonction crée ensuite la carte de navigation du serveur web. Chaque route correspond à une action ou une page précise. Afficher l'interface principale, ouvrir la configuration, sauvegarder les noms ou commander un relais. Cette structure rend le code modulaire et extensible. Ajouter une nouvelle commande ou une page future ne nécessitera qu'une route supplémentaire. Et enfin, nous devons démarrer le serveur HTTP intégré qui va lancer effectivement le serveur embarqué et à partir de cet instant, le ESP32P4 devient pleinement opérationnel et capable de répondre aux requêtes HTTP des navigateurs connectés au même réseau. Un message de confirmation est envoyé sur la console série pour indiquer que le système est prêt à être utilisé. Et voilà, notre projet touche à sa fin. Nous venons de voir comment piloter 4 relais à distance grâce à une interface dynamique hébergée directement sur le module JC ESP32P4M3. Ce système associe la puissance de calcul du processeur ESP32P4 et à la connectivité sans fil de l'ESP32C6, qui assure la gestion du Wi-Fi et du serveur HTTP local. Alors ce tutoriel n'est qu'une étape, d'autres suivront avec des niveaux de complexité croissante pour explorer en détail les possibilités offertes par cette architecture double processeur. Alors si ce sujet vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la cloche de notification pour être averti de nos prochaines publications. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Red Home.